enchanté à tous ceux qui ont pris le temps de venir écouter un petit peu ce qu'on a et ce que j'ai à dire en l'occurrence. Donc du coup, voilà, comme l'a dit Hugo, donc moi je suis Malek, je suis en partie youtubeur mais avant tout en fait je suis un acteur actif de la scène du dessin animé français et international. Du coup, pour un peu résumer mon parcours, on a 40 minutes, hein, c'est ça, Hugo? Ça risque d'être assez, j'espère, suffisant. Alors, quand j'étais petit garçon, j'ai toujours voulu faire du dessin. Le dessin, c'est très vite, ça m'a permis de me canaliser. En fait, le dessin, c'est venu voilà, d'une envie de s'occuper. Et bon, je vous passe les détails. Et arrivé après les études, j'ai fait l'école pivot. Parce que voilà, je sais qu'à l'époque, j'avais rencontré un vieux dessinateur. Je ne sais pas si tout le monde connaît, c'était Fournier, qui était dessinateur des Cannibales, qui a dessiné qui a dessiné Spirou, pardon. Et j'avais montré mes dessins et j'avais dit, bah voilà, moi je voudrais faire de la BD. À la base, c'était la BD qui m'intéressait. C'était un milieu qui me faisait un petit peu rêver. Et je lui ai dit, bah voilà, je voudrais faire de la BD, est-ce que je peux? Et il a regardé mes dessins, il a fait, bah c'est bien, mais maintenant il faut apprendre à dessiner. Et j'avais quoi? J'avais 16 ans. Donc moi qui pensais savoir dessiner à 16 ans, c'est bien, il fallait tout réapprendre. Et du coup, il m'a conseillé d'aller à l'école pivot. Donc l'école pivot, c'est une école de dessin à Nantes où j'ai étudié pendant 3 ans le dessin d'animation. Et donc voilà, je réinsiste dessus. Moi, je voulais faire de la BD. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert beaucoup d'autres étudiants, j'ai découvert des profs qui m'ont conseillé, j'ai découvert d'autres choses à travers les élèves et les professeurs. Et c'est là-bas que, en fait, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. J'ai dit, bah non, bah, en fait, la BD, ouais, je sais pas, ça me tente plus trop. Et j'ai découvert l'animation. Parce qu'en fait, l'animation, moi, ça m'intéressait quand même. Enfin, je connaissais ça un petit peu, hein, mais j'imaginais pas que je pouvais en faire mon métier. C'est à l'école pivot que j'ai découvert ça et je me suis dit, ah oui, il y a des débouchés, il y a des choses à faire. Ça a l'air intéressant, on peut se renouveler, blablabla. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu envie de devenir animateur chez Disney. Voilà, vous voyez, j'ai des grands objectifs. Je veux faire de la BD. Ensuite, je veux être animateur chez Disney. C'est bien, je suis motivé. Donc, je rentre en dessin d'animation en deuxième année de dessin d'animation à pivot, c'est ça. Et là-bas, j'ai une autre grande révélation. Je vais de grande révélation en grande révélation. Je découvre la Japanime. Alors, la Japanime, hein, je le connaissais, hein, je regardais, j'étais sur le Club Dorothée quand j'étais petit. Mais c'est là que je découvre vraiment des œuvres qui m'ont fait prendre un peu un virage, ouais, on va dire, pas à 180 degrés, puisque je voulais toujours faire de l'animation. Mais j'ai découvert, par exemple, Yuasa. Alors, Yuasa, alors, attendez, je vais partager mon écran parce que je ne suis pas certain que tout le monde partageait l'audio. Partager l'écran. Hop, voilà. Normalement, ça doit être bon. Alors, Yuasa, c'est qui? C'est un grand monsieur de l'animation qui a fait des grandes œuvres comme plus anciennement, il y a Mind Game. Il a fait Kemonozume, il a fait Kaiba, il a fait beaucoup de choses qui étaient un petit peu underground dans l'animation. Et récemment, il a fait sur Netflix Devilman Crybaby. Je sais pour ceux qui connaissent ou pas. Alors, je vous partage, ce sera plus simple. Voilà. Devilman Crybaby, c'est ce dessin animé-là, c'est un remake d'un vieux dessin animé des années 80. Ça a pas mal marché sur Netflix. Donc, c'est ce réalisateur-là qui faisait ça et qui a fait également Lou et l'île aux sirènes. L'île aux sirènes, POC. Lou et l'île aux sirènes, c'est un truc un petit peu à mi-chemin entre. C'est un peu pour les enfants, pour les adultes. C'est sorti l'année dernière, je crois. Voilà. Donc, c'est un grand, grand réalisateur. Et moi, à l'époque, j'étais complètement tombé sous le charme de Mind Game. Voilà, c'est un film complètement déjanté, voilà, qui mélange plein de techniques, c'est complètement dingue. J'insiste dessus parce que ça a vraiment, vraiment été un tournant dans ce que je voulais faire. Et quand j'ai vu ça, je me suis mis à faire comme lui,
à essayer de copier un peu le style, de dessiner un petit peu pareil. Et du coup, mon dessin animé de fin d'études, donc là, je ne sais pas si normalement on voit quelque chose. Voilà, là, ça par exemple, c'était. Voilà, j'ai fait mon dessin animé de fin d'études qui s'appelait Obsession. Donc toujours à pivot. Obsession, bah, c'était déjà les névroses d'un étudiant qui savait pas trop quoi faire et qui était complètement obsédé par son travail. Donc c'est bien parce qu'en 20 ans, ça n'a pas changé. Voilà, mais c'est très très inspiré Yuasa, c'est très très inspiré Koike, celui qui a fait l'animatrix avec le 100 mètres, le sprint. Voilà, j'étais vraiment dans cette mouvance et je réalise ce dessin animé Obsession. Ensuite, j'ai mon diplôme de fin d'études. Comme tout bon étudiant, je cherche du travail. Je vais à Annecy. Je rencontre des réalisateurs, je rencontre des prods qui cherchent des gens pour travailler. Je fais la rencontre de Thomas Digard qui me propose de partir travailler en Ukraine sur les Lascars en tant qu'intervalliste. Intervalliste, c'est dans l'animation, c'est les personnes qui font les dessins entre les dessins pour que ça bouge correctement. Et de l'autre côté, j'ai des pistes pour partir au Japon. Alors bon, vu que voilà, le Japon a joué vraiment un tournant dans mon envie artistique, vous imaginez bien que j'ai plus été dans le sens du Japon. Donc, mais sauf que moi à l'époque, donc pour remettre dans le contexte, là on est en 2021, il y a les réseaux sociaux, il y a tout machin, tout le monde est connecté. Mais moi à l'époque c'était en 2006. Et en 2006, il y avait, alors je parle comme un vieux boomer, mais en 2006 il n'y avait pas les portables connectés avec Internet. Le Japon, c'était un truc à 9000 km, c'était un peu le bout du monde. Ma mère a fait une crise cardiaque quand je lui ai parlé du Japon, mais c'est pas grave. Moi, j'étais motivé. Donc, j'ai rencontré une personne, Eddie Meong, qui m'a présenté Thomas. Oh, putain, le trou de mémoire. Thomas Romain, voilà, qui travaillait au Japon à Satellite. Thomas Romain, qui est aussi un grand artiste au Japon, français, qui est reconnu, qui travaille sur plein de choses. Et du coup, je fais du storyboard en France, donc du storyboard pour des séries françaises comme les Totally Spies, NBC, Team Galaxy, voilà, pour tout ce qui était pour la télé française, parce qu'il fallait il fallait bien travailler, il fallait que je gagne des sous, et je préparais cette idée du voyage au Japon. Donc, c'est là que je fais des rencontres déjà avec des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, je reviendrai plus tard, et qui influencent beaucoup mon travail. Donc, je travaille dans le storyboard, donc dans la production télé, donc je mets un pied dedans. Et c'est là que je commence à voir que, bon, il y a la passion, c'est-à-dire qu'on aime dessiner, on aime faire des choses, et puis après, il y a le travail. Et en faisant du storyboard j'en ai fait 1 an et demi avant de partir au Japon, je me suis rendu compte que, ok, dessiner pour le travail, alors ça peut paraître évident, hein, mais dessiner pour le travail, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec dessiner pour le plaisir ou dessiner pour ses projets. Quand ça devient du travail, c'est un autre environnement de travail, c'est une autre énergie qui est dépensée, ça n'a plus rien à voir. Donc, je suis un peu, je ne vais pas dire déçu, mais je perds un peu de plaisir dans le storyboard au bout d'1 an. Hein, je me lasse très vite. Au bout d'1 an, le storyboard, ça commence déjà un peu à me casser les pieds. Après, il faut savoir que je travaille vite, je travaille beaucoup. Du coup, j'assimile très vite et je m'ennuie assez rapidement. Et puis surtout, c'est toujours la même chose. Dans la série télé française, quand on fait du storyboard, c'est toujours la même chose. C'est les mêmes thématiques, c'est le même public, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes personnages. Donc, j'ai l'impression de faire un petit peu le tour. Alors, c'est sûrement ça peut sembler très hautain de dire ça, mais j'ai l'impression d'en faire le tour, ce qu'il faut. Et du coup, ça me motive encore plus pour partir au Japon. Donc là, on est en 2008. Je réussis à avoir une opportunité pour faire un stage chez Satellite à Tokyo, donc en 2008. Et je décide de tout plaquer. Je m'en vais. Je pars là-bas chez Satellite. Je pars avec Anaïs Chevillard aussi, qui est une amie à moi. On part en stage voilà, avec le couteau et le crayon. Et c'est là-bas que j'ai découvert le sens du mot
travail acharné, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'ai travaillé sur beaucoup de choses. Au début, j'ai fait donc de l'intervalle, c'est-à-dire de l'intervalle, si on fait des dessins entre les dessins. J'ai appris à cliner des cercles pendant une semaine. Je clinais des cercles toute la journée, 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça peut paraître abrutissant quand on entend ça, mais ça a été extrêmement formateur. J'ai fait de l'intervalle, j'ai travaillé quelques temps là-bas, peut-être un an. Ensuite, bon, je suis revenu en France, j'ai refait un peu de storyboard parce que le Japon, malheureusement, pour ceux qui en rêvent, c'est très bien, hein, surtout les Japonais, l'environnement, le travail, mais le dessin d'animation au Japon, c'est... il n'y a pas de... Vous voyez, en France, où il y a des gens qui défendent un peu nos droits, comme des syndicats, des minimums, des taux minimums, des choses, tout ça là-bas, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, la paye suffisait même pas à payer mon loyer. Donc, même en travaillant d'arrache-pied, quoi. Mais c'était super, c'est une expérience incroyable que je regrette pas du tout. Donc, je rentre en France pour retravailler, pour faire du storyboard encore. Donc, je reprends avec le storyboard pour la télé. Je bosse sur Rekit, le Rekit The Rabbit. Je bosse à droite, à gauche. Je bosse sur foot de rue. Je bosse sur pas mal de choses. Pour ceux qui se posent la question, puisque je vous parle de storyboard comme si c'était évident pour tout le monde, pardon, mais ça l'est peut-être pas forcément. Alors, je fais cet aparté maintenant. Un storyboard, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand on travaille dans le dessin animé, il y a des auteurs qui écrivent des scripts. Ils écrivent une histoire comme un roman, en fait. Et ensuite, le boulot de storyboarder, c'est de prendre ce roman et de le mettre en image. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a des action notes. Voilà, la porte du train s'ouvre, Samy recule en dribblant avec la balle. Voilà. Et ça, moi, je dois le mettre en scène. Et du coup, le storyboard, c'est un élément clé de la fabrication d'un dessin animé parce que c'est ce qui va permettre aux animateurs d'animer leurs plans. Malek, on ne t'entend plus. Enfin, peut-être je suis le seul, mais je ne sais pas. Donc j'ai encore une autre opportunité puisque moi je voulais toujours retourner au Japon, mais j'avais plus trop de sous. Et là il y a Ankama qui ouvre une succursale au Japon pour faire de l'animation, faire plein de choses. Et j'ai l'opportunité de travailler là-bas. Donc je retourne au Japon en travaillant donc chez Ankama Japon. Et j'ai oublié de dire que j'avais fait une rencontre lors de mon premier passage au Japon avec une personne aussi qui va changer énormément de choses dans ma carrière. C'est Eunyeon Choi, qui est une Coréenne qui travaille dans l'industrie de l'animation au Japon, qui a fondé Science Saru, donc qui a bossé sur Lou et l'île aux sirènes, qui a ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui a fait Devilman Crybaby avec Yuasa. Et c'est Eunyeon qui m'a permis de rencontrer Yuasa au Japon, en fait. Voilà, donc vous imaginez que moi, c'est le travail de Yuasa qui a changé un peu ma vision des choses et mes envies. Et grâce à elle, j'ai pu le rencontrer et travailler avec lui. Voilà, donc Eunyeon Choi, rencontre très très importante pour moi dans ma carrière et humainement une personne super. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse dans la parenthèse. Donc je retourne au Japon, je bosse avec Ankama Japon, je bosse donc avec Yuasa sur pas mal de choses, notamment l'épisode Noxymilien l'horloger, qui a été fait par Yuasa et Eunyeon Choi pour le compte de Ankama. Voilà, Noxymilien, voilà, ça par exemple, c'est des... Alors je suis désolé, la qualité est dégoûtante, mais c'est tout ce que j'ai. Voilà, par exemple, ça c'est des plans d'animation que j'ai fait directement, que j'ai fait au Japon, donc en travaillant avec Yuasa pour Ankama Japon. Voilà, Noxymilien, c'est c'est le méchant le plus charismatique de l'univers Wakfu.
Et donc, qui dit grand méchant, dit OAV spécial dédié pour ce personnage. Donc voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai fait au Japon aussi. Donc vous voyez, là, j'ai aussi fait de l'animation. Comme en France, je faisais du storyboard. Voilà, là-bas, j'ai fait ça, j'ai fait de l'anime. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Là-bas, j'ai fait la rencontre, pareil, de beaucoup de gens super, comme Antoine Antin, qui est un des meilleurs animateurs français qui pratique le dessin animé. Enfin bref, je vous passe ces détails. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et du coup, je suis au Japon, je travaille sur plein de choses. Je travaille donc avec Yuasa, c'est-à-dire que j'insiste, hein, je radote, qui est quand même, c'était un peu mon idole. On est en 2011, 2012, peut-être 2011, ouais, 2012. Mais alors, et encore une fois, comme avec l'époque du storyboard où ça tournait en rond et ça commençait à me casser les pieds, et ben malheureusement, là, ça refait la même chose. C'est-à-dire que je suis quand même au Japon, je travaille avec mon grand maître spirituel, je travaille avec des super animateurs, je travaille avec des gens formidables, et pourtant, je sens que j'ai quand même une lassitude, j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas artistiquement. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'avec il y a Balak, donc Balak qui est un des auteurs de Last Man, qui est un des créateurs des Cassos chez Bobby Prod. C'est une figure aussi très importante de l'anime et de la BD française, qui fait une petite BD qui parle du Turbo Média. Alors, le Turbo Média, pour lui, c'était un média à mi-chemin entre la BD, l'animation et ce qui se présentait sous la forme de petits alors on va dire ça vulgairement, des PowerPoint évolués. Alors pour moi, c'était plus que ça, mais c'est comme ça que ça a été qualifié dans l'industrie. Ça a été une petite révolution dans l'approche de la BD numérique, parce qu'en fait, c'est là par exemple, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, on avait fait un Turbo Média avec Cassos. J'espère que ça marche. Ouais, ça marche, super. Voilà, donc ça, c'est les turbomédias. Ça, c'est quelque chose que j'avais réalisé avec Balak. Voilà, c'est un turbomédia, ça se présente, c'est une petite BD, voilà, une image. Et en fait, quand on clique à droite et à gauche, ça permet de passer d'une case à l'autre. Et donc, vous voyez, et moi, à l'époque, quand il m'a montré ça, enfin, quand j'ai vu qu'il faisait ça, moi, j'ai fait oh, mon Dieu, mais c'est trop bien. Encore une nouvelle façon d'explorer des moyens d'expression et d'éviter de tourner en rond. Et du coup, je me lance à fond dans donc là, on est en 2011-2012. Je me lance à fond dans le turbo média en parallèle du travail. Parce que je sais que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais YouTube, ça ne paye pas, comment tu fais pour vivre, blablabla. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, et puis en même temps, je ne m'épanche pas là-dessus, et puis ce n'est pas forcément évident, c'est que tout ce qui est réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est là, en l'occurrence sur Beaumédia, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Twitter, Instagram, ce n'est pas mon métier. C'est quelque chose que je fais en plus de mon métier. Voilà. Moi, mon métier, c'est je travaille dans l'industrie de l'animation. Je fais du storyboard, je fais de l'animation, là, je faisais principalement et je fais toujours du storyboard. Mais voilà, et ça, en l'occurrence, le Turbo Média, par exemple, ça, le Turbo Média, c'était une façon de me vider la tête et de faire autre chose que ce que je faisais au quotidien dans mon travail. Donc, quoi de mieux en faisant du Turbo Média? Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais raconter? Parce qu'après, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de plus insupportable que quelque chose ou quelqu'un qui parle en n'ayant rien à dire. Peut-être ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Et du coup, je me dis, voilà, je vais raconter mes histoires de tous les jours que je vis avec ma femme coréenne. Et je mets un pied dedans avec ça, et du coup, je raconte un peu nos histoires avec un personnage donc, que je crée. Donc là, vous voyez par exemple la tête qui date de 2011. Là, si vous voyez sur ma photo de profil, le personnage a pas mal évolué visuellement. Si je devais citer une grande inspiration graphique, c'est Riyad Satouf. Riyad Satouf, visuellement, ça m'a beaucoup inspiré dans mon style de dessin plus personnel. Enfin voilà, fermeture de l'énième parenthèse.
Et donc, voilà, donc je raconte mes histoires en Turbomédia avec, voilà, avec moi et ma femme. Vous voyez, donc là, il y a un petit peu d'anime, il y a un petit peu de tout. Je m'amuse bien, c'est rigolo. J'en fais pas mal, j'en fais beaucoup. Je raconte, voilà, forcément, voilà, je raconte des choses complètement idiotes. C'est très borderline. Je me suis attiré les foudres de pas mal de gens qui n'aimaient pas mon travail. Mais en général, quand on dit qu'il y a des gens qui détestent votre travail, c'est qu'ils commencent à être connus. Donc voilà. Donc je fais beaucoup de dessins, voilà, de Turbomédia sur moi et ma femme. Et j'en fais peut-être une bonne cinquantaine. Je poste ça sur un blog à l'époque, le blog Amalek, où il y a pas mal de. Je mets tout. J'ai une. Comment dire, j'ai une interaction avec ma communauté, je suis à l'écoute de ce qu'ils disent, je prends les commentaires très à cœur. S'il y a des mauvais commentaires, je suis triste. S'il y a des bons commentaires, je suis content. Et s'il n'y a pas de commentaires, eh ben, je suis frustré et déçu. Et à l'époque, on est en 2012, ouais, à peu près. 2012, c'est l'émergence de YouTube, c'est l'émergence de Twitter, je crois, je ne sais plus. Enfin bref, il y a tous ces nouvelles plateformes qui commencent à émerger. Et le Turbomédia, comme beaucoup de choses que je fais dans ma vie, je pense que je suis arrivé à la bourre avec ce truc. C'est-à-dire que en tant qu'artiste, tous les artistes ont plus ou moins un besoin de reconnaissance. Et je sais qu'à l'époque, j'avais ce besoin fort de reconnaissance. Et pour moi, c'était pas assez. C'est-à-dire qu'il y avait une communauté forte, il y avait des gens qui me suivaient, des gens. Beaucoup. Je pense qu'à l'époque, il y avait pas mal de gens. Il faut remettre dans le contexte, on était en 2012. Il y avait beaucoup de gens, mais c'était pas assez. C'était pas assez et ça me plaisait pas. J'étais frustré. Et je vois YouTube, je vois Cyprien, Norman, Mister V et compagnie. Et je me dis, mais bordel, il y a peut-être moyen d'avoir plus de gens qui me suivent et qui m'aiment sur cette plateforme. Et du coup, j'abandonne le Turbomédia parce que j'en veux. Alors peut-être, je pense, c'est pas justifié. Encore une fois, c'est toujours plus simple de rejeter la faute sur les autres. Mais je râle et je m'embrouille même avec des gens de ma communauté où je dis non, mais de toute façon, vous n'êtes pas assez présents, vous ne me soutenez pas, il faut que je chiale pour avoir votre avis, gna 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 gna. Et du coup, je dis, bah voilà, c'est terminé le Turbomédia, j'arrête, ça ne marche pas assez pour moi. Et je crée une chaîne YouTube, en 2012, où je commence à poster des podcasts, des podcasts, on peut appeler ça comme ça, comme ce que faisaient Cyprien et Norman à l'époque. Sauf que je me dis, on va pas faire pareil, on va essayer de rajouter quelque chose. Et du coup, je rajoute, donc il y avait des vidéos de moi et ma femme, et entre certaines vidéos, il y avait des passages en dessin animé. Donc, c'est-à-dire que ce que je faisais en Turbomédia, j'ai essayé de l'intégrer dans les vidéos YouTube que je faisais, où je racontais ma vie avec, voilà, j'ai acheté un appartement, quand je suis en colère, voilà, vraiment, j'essayais de mimer ce qui se faisait sur la plateforme YouTube avec des YouTubeurs comme Cyprien, Mister V et tout ça. Sauf que ça marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, alors peut-être que ça marcherait pour certaines personnes, mais moi, à l'époque, pour moi, ça ne marchait pas. J'étais très, très, très frustré. J'étais pas content. Et ça devenait vraiment obsessionnel. Et tout ce que je vous dis là, ce que je faisais en Turbomédia, ce que je faisais sur YouTube, c'était en parallèle de mon travail. C'est-à-dire qu'à côté, je faisais du storyboard pour la télé, je travaillais aussi à l'époque pour Calimero, je faisais de l'animation pour le Japon, je faisais beaucoup de choses. Voilà, c'était en plus de mon travail. Et du coup, j'étais pas content. Ça ne me plaisait pas, je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui marchait. Pour ceux qui me suivaient ma chaîne, du coup, Malek, alors attendez, pour ceux qui suivaient la chaîne Malek, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Pour ceux qui suivaient la chaîne, à l'époque, il y avait d'autres vidéos qui étaient là, qui étaient des podcasts en vidéo. Et vous voyez, j'ai tout supprimé. Parce que oui, je les assume plus du tout. Je les ai supprimés il y a un moment. J'estimais que ça faisait plus du tout partie de ce que je voulais montrer et de ce que j'étais. Et là, du coup, ce qu'il y a sur la chaîne, il ne reste que les dessins animés. Donc, j'en viens. On est en 2014. Et là, avec Mehdi Benaman, donc, qui est le frère
de Khalil avec qui j'avais bossé sur Calimero, on crée Rap Fighter. Voilà, en 2000, vous voyez, il y a 5 ans, ça date. Il y a 5 ans, on crée Rap Fighter. Je dis n'importe quoi, le 17 mai 2015, voilà, on crée Rap Fighter et il y a ce premier épisode qui sort sur la chaîne YouTube. La réception est mitigée, on va dire. On fait 3000 vues en une semaine. C'est pas énorme, sauf que c'était déjà plus que les vidéos que je pouvais faire et que toutes les vues que pouvaient faire mes turbomédias à l'époque sur mon blog. Je reviens là-dessus. À l'époque, j'étais en tant qu'artiste. Je parle toujours en tant qu'artiste, je ne parle pas en tant que moi. Enfin, après, les deux se mélangent, mais on va dire que moi, en tant qu'artiste, j'étais obsédé par la reconnaissance. J'étais vraiment obsédé. Donc, pour moi, 3000 vues, je me dis, oh, chier, c'est passé, ça ne va pas encore marcher, vas-y, j'arrête. Et à l'époque, je me souviens que Mehdi, donc, qui était mon co-auteur dessus, me dit, il faut continuer en fait. Il m'a dit, ça va démarrer, c'est du dessin animé, il faut continuer. Donc, comme je suis un acharné de travail et que je fais que travailler, donc j'ai dit, ok, vas-y, on y go, on continue. Quelques mois plus tard, on sort donc Rap Fighter Golden Freezer versus Astérix. Et là, ça commence déjà à décoller. Effectivement, ça commence déjà à décoller, donc ça me motive. Après, ce qu'il faut savoir sur Rap Fighter, c'est que je fais aussi le rap. C'est moi qui rappe dessus. Il n'y a que la musique que je ne faisais pas. La musique, c'était Hugo Colonval, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'une personne qu'on avait en commun et qui faisait le beat dessus. Donc ça a été une super expérience parce que s'il n'y avait pas de beatmaker sur Rap Fighter, il n'y aurait pas eu de Rap Fighter et il n'y aurait rien eu et je ne serais pas en train de vous raconter ma vie. Donc voilà. Donc c'est super, merci Hugo. Donc on fait ça se passe bien, ça commence à monter. À un moment donné, de fil en aiguille, je fais la rencontre de Ganguinou. Ganguinou qui est un youtubeur gamer qui fait pas mal de choses comme ce qu'on peut voir actuellement, c'est-à-dire il fait des fictions avec du jeu, il se filme en train de jouer comme ce que peut faire Squeezie par exemple, mais ce monsieur Ganguinous, il a une volonté, c'est qu'il aime le dessin animé et il voit mes Rap Fighters et il me dit ouais écoute ça serait cool et si on pouvait faire un dessin animé machin. Moi je dis bah vas-y, moi j'étais très 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 motivé à l'époque. Et il me dit, est-ce que tu peux faire un dessin animé pour moi, 15 minutes? Je fais, ouais, vas-y, pas de problème, 15 minutes, un dessin animé, je te fais ça, en échange d'un peu de pub. Donc, avec le recul et les gens qui sont dans le milieu, ça peut paraître aberrant. 15 minutes de dessin animé, il faut savoir qu'une minute d'animation, on parle en plusieurs milliers d'euros, quoi. Donc là, voilà, juste 15 minutes en échange d'un peu de pub. Et puis surtout, c'était la volonté à la base. Mais en travaillant avec Ganguinou, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelqu'un de très investi, c'était quelqu'un qui avait des choses à dire. Donc très vite, c'est devenu vraiment un projet, là où à la base, je voulais juste un peu de com. Bah non, c'est devenu un projet vraiment très intéressant. On a beaucoup travaillé. Voilà, donc je vous invite... pour ceux qui s'intéressent, à les voir. Donc, on devait faire un épisode suivant, mais voilà, moi, je n'ai pas pu. Donc, je suis resté que sur... on n'a fait que cet épisode-là. Ganguinou, je fais cet épisode, on fait cet épisode ensemble. Comme promis, il parle de moi, il parle de ma chaîne. Et là, je passe de 5000 abonnés à peut-être, je sais pas, 30 000, 40 000. C'est assez énorme. Bon, forcément, les vues des vidéos commencent à exploser. Enfin, exploser, c'est relatif. Elles prennent 10, 30 000 vues. Donc, ce qui est assez ouf pour moi à l'époque. Et ça me remotive. Pour continuer à faire des vidéos. Toujours ça. Donc, ça, c'est toujours en parallèle de ce que je faisais en tant que... acteur de l'industrie cinématographique pour les enfants et pour le Japon. Donc, je continue. On pond Eren versus Spider-Man. Après, on fait Snake. Et là, on arrive à One Punch Man versus Popeye. Et là, c'est une vidéo. J'ai été victime des premiers freebooting, c'est-à-dire c'est des gens sans scrupules qui prennent la vidéo sur YouTube,
qui la downloadent et qui la repostent sur leur propre réseau ou sur des pages Facebook ou sur des pages YouTube et qui disent « Regardez, c'est trop bien. Oui, mais c'est qui l'a fait? Non, mais on s'en fout, c'est trop bien. » Donc, le revers de la médaille, c'est qu'on nous vole des vues, on nous vole de la reconnaissance. Je rappelle qu'à l'époque, la reconnaissance, pour Malek, pour moi, très important. Mais de l'autre côté, c'est que ça tourne. Il y a des gens qui cherchent à savoir d'où ça vient. Et forcément, ça fait monter la notoriété de la vidéo originale et celle de l'artiste. Donc là, ça commence vraiment à monter. Ça monte, ça monte. Dans la foulée, parce que je continuais aussi de faire des strips et où je racontais ma vie avec ma femme au Japon et tout sur Internet. On me propose de faire une BD, Le Monde à Malek, qui raconte mes histoires de moi et ma femme. Je fais à ce moment-là une FAQ spéciale 50 000 abonnés où je présente la BD. Et là, grosse déception, grosse déception parce que encore une fois, c'est terrible avec le recul quand j'y repense. Encore une fois, je pensais avoir une communauté beaucoup plus active et beaucoup plus qui me soutiendrait beaucoup plus. Mais à l'époque, 50 000 abonnés, j'ai vendu peut-être, je sais plus, 600 BD, quelque chose comme ça. Et pour moi, ça a été un choc déjà premier pour mon ego à l'époque, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, 50 000 personnes, 600 BD, mais c'est nul ce que je fais, enfin, c'est quoi ce bordel? Enfin, je remets tout en question, comme d'hab. Après, il y a des gens qui me disent non, mais c'est super, tu ne te rends pas compte du ratio, c'est plus de 1%. En général, je dis 1%, et tu as raison, c'est la fête. Et je me dis non, mais c'est vraiment naze. Encore une fois, je suis encore très déçu. Et malheureusement, alors après, légitime ou pas, un peu qui suis-je pour juger, c'est juste que ça fait comme des cassures dans ma motivation et dans mon parcours qui fait que de plus j'avance et plus je me dis, mais en fait, les gens, ils s'en foutent. Malek, ils s'en tapent. Malek n'existe pas. Ce qui existe pour eux, c'est ce que Malek crée. Alors, je parle de Malek en troisième personne. Je ne me prends pas pour César, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que je veux faire la distinction entre Malek, le contenant, et le contenu de ce qui est fait. Par exemple, les vidéos Rap Fighter, c'est du contenu. Le contenant, c'est Malek. Et donc j'ai cette BD qui ne se vend pas parce qu'elle parle de Malek. À côté, j'ai Rap Fighter qui commence à faire 200, 300, 400 000 vues. Et je me dis, mais en fait, les gens sont intéressés par le contenu. Le contenant ne les intéresse pas. Et je me dis, soit, ok, très bien. Si c'est comme ça, on va continuer de faire du contenu. Et puis le contenant devrait suivre. Sauf que je fais une erreur tactique depuis le début. Et c'est ce que je dis souvent aux gens qui me demandent « Ah oui, mais faire des vidéos YouTube, des BD, comment ça se passe ?» J'insiste sur le fait que le contenant est autant à privilégier, voire plus, que le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, on prend Le Rire Jaune, qui est un YouTuber très influent. Même s'il fait du contenu de qualité, il fait des choses très bien, ça reste, le contenant est très, très mis en avant. C'est-à-dire que Kevin, anciennement Le Rire Jaune, qui est maintenant Kevin Tran, c'est une figure, c'est une influence, c'est un influenceur, entre guillemets, on va dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui le contenant est aussi important que le contenu. C'est-à-dire qu'il a mis sa personne en avant, c'est quelqu'un qui est suivi, c'est quelqu'un, quand il dit bleu, il y a beaucoup de gens qui vont dire bleu, et parce que c'est Kevin, voilà, et qui fait confiance, que des gens lui font confiance, que des gens l'aiment, que des gens l'admirent, que des gens le détestent, comme tout. Voilà, mais le contenant a de l'importance. Moi, dans mon histoire, j'ai toujours mis le contenu en avant. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je vous disais, les histoires de moi et ma femme, j'ai tout supprimé. Les turbomédias, j'en fais plus. Si on regarde une vidéo, voilà, au début, il y a un logo, Rap Fighter, et à la fin, voilà, il y avait une petite animation rigolote avec mon personnage, mais le corps de l'épisode, c'est le contenu. Vous voyez? Et malheureusement, je peux en vouloir à personne, en fait. Mais c'est juste que, voilà, Malek, dans l'histoire là de YouTube en tel que c'est une chaîne de télé. C'est-à-dire c'est une chaîne qui propose du contenu. Donc,
Ça commence je commence à le capter tout en travaillant, mais je me dis, c'est pas grave, je continue. Je continue à faire, donc à gagner ma vie avec du storyboard et de l'animation. Et ensuite, il y a une Bigger Than Fiction, qui était une boîte de communication transmédia, qui me propose de faire Rap Fighter Cup. Donc Rap Fighter Cup, c'est une déclinaison de Rap Fighter que j'ai créé avec Mehdi Benaman. Rap Fighter Cup, voilà, c'est une chaîne inspirée du concept Rap Fighter, mais qui n'est pas Rap Fighter. Pareil, vous voyez, donc il y avait des rappeurs, des vrais rappeurs qui rappaient cette fois. Moi, dessus, j'ai fait le storyboard, les designs, et tout a été fabriqué en Belgique avec le studio Waouh. Ça a été une super expérience de travailler avec le studio Waouh. C'est des gens formidables. Les Belges sont des gens formidables. Voilà, ça a été super de travailler avec eux. Encore une fois, dedans, c'était pas mon projet, c'était le projet de Bigger Than Fiction et de France 4, je crois. Donc, j'ai pas mis Malek en avant. D'accord. Voilà, c'est le contenu, encore une fois, qui était mis en avant le contenant. Je fais ce travail-là, je continue de travailler à côté, je sors une BD sur Super Mimi, qui est une petite BD pour les enfants, avec... Alors, attendez, Super Mimi, Malek... Plop, 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 voilà, avec Benoît, on a fait ça, voilà, c'est une petite BD avec un petit gamin super-héros. Pareil, ça ne prend pas, c'était une BD sympathique, c'était assez rigolo, on s'est bien marré à le faire, mais pareil, ça ne prend pas. Et là, alors attendez, je crois que je me suis trompé dans les dates. Là, je fais la rencontre de fil en aiguille. Je fais la rencontre de Masqué, le youtubeur. On a travaillé ensemble sur sa BD Follow Me. Et là, Masqué, à un moment donné, a une idée, me dit, tu devrais faire si Game of Thrones était un animé. Parce qu'à l'époque, tu avais Narmak, je ne sais plus son nom exactement, qui avait sorti si Bob l'éponge était un animé. Et ça avait fait un carton de dingue. Et Masqué me dit, fais Game of Thrones, ça va cartonner. Il me dit, tu vas voir, tu vas faire les vues que tu veux. Et je dis non, mais je fais mec, genre, moi déjà à l'époque, la notoriété, je courais encore après, mais c'était dur. Et là, je me dis non, mais c'est pas possible, c'est compliqué. Et il me dit fais-le. Je le fais. Et là, effectivement, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que la vidéo explose. Donc, c'est si Game of Thrones était un animé. La vidéo explose. Elle explose tellement que tout le monde en parle. On est relayé dans le Forbes, on est relayé partout. Ça fait, vous voyez, elle est à 8 539 000 vues. Sauf que à ce moment-là, c'est un élément vraiment capital dans ma carrière. Ce qui se passe, c'est que Game of Thrones, je crois que c'est la vidéo la plus volée, ça doit être une des vidéos les plus volées de l'histoire de ma courte carrière. Elle a été volée, je crois, 80 millions. Il y a eu des reposts, 80 millions de vues ont été générés à partir de ma vidéo sur Facebook. C'est-à-dire, il y a des gens sans scrupules qui ont pris ma vidéo, qui l'ont uploadé sur Facebook et qui ont dit « Regardez Game of Thrones en animé, haha, MDR, c'est trop bien ». Et ils ont fait 80 millions de vues. Et moi, à côté, à l'époque, j'avais fait 2 millions de vues. Il y avait Cyprien qui en avait parlé, qui a gueulé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Non, mais c'est un scandale ». Et moi, il y a vraiment eu... donc là, oui, important. Donc c'est là que je rencontre Chrono Music par l'intermédiaire de Masqué. Chrono Music, avec qui je travaille toujours, qui est mon gars sûr. C'est un fou, c'est un génie, un idiot, un génie. Il est incroyable, ce mec. Et avec qui je travaille sur mes vidéos YouTube. Et donc, on fait Game of Thrones, des vols dans tous les sens, et je fais une déprime. J'arrête de dessiner pendant... Parfois, il bug, parfois. J'attends que Jeff. Pardon? Ah, il y a eu un petit bug, j'ai entendu une voix. Il y a des fantômes. J'ai fait une dépression pendant 6 mois, j'ai arrêté de dessiner. J'ai fait un burn-out parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai fait cette vidéo de Game of Thrones, je l'ai fait une première fois. Je l'ai fini. À l'époque, il y avait Pau avec qui on travaillait avec Masqué. Je fais regarde, c'est mortel. Je fais l'export et là, j'ai mon Macintosh qui crame, mais vraiment qui crame. C'est-à-dire que toute la vidéo que j'avais faite, perdue, cramée, aux oubliettes. Et comme j'étais un idiot, j'avais aucune sauvegarde externe. Donc, j'ai dû tout refaire en une semaine. C'est-à-dire j'ai vécu comme un
comme un mec sur un voilier là, pendant une semaine. Je faisais des siestes de 20 minutes toutes les 2 heures. Je ne dormais pas pendant une semaine. Ça a été un enfer pas possible. Donc, vous voyez, imaginez cette catastrophe que je vis parce que je suis un idiot et que je ne fais pas de sauvegarde. Ensuite, on me viole ma vidéo. C'est un grand mot, hein, mais j'estime que quand on me pique 80 millions de vues sans me citer et que des gens s'approprient la vidéo, pour moi, c'est l'équivalent d'un viol artistique et mental. Et ben, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, j'ai arrêté de dessiner pendant plusieurs mois. Et ce qui m'a fait revenir, dans le travail, bah, déjà, c'était des sous parce qu'il fallait que je travaille. Donc, je me suis mis à rebosser après sur du storyboard pour Xilam. J'ai bossé sur Zig et Charcot, j'ai bossé pour Magic. Et là, j'ai bossé avec Booba et toute mon équipe. Booba, on a fait le clip Gotham. Voilà, un clip de rap de 4 minutes. Parce qu'en fait, il y avait un son de Booba que j'aimais beaucoup qu'il avait sorti sur son EP qui était Centurion. Et je m'étais dit, ah bah tiens, ça va me faire du bien de me remettre dans le dessin. Et puis j'avais fait un petit fan art, une petite animation sur Instagram. Et j'ai un ami à moi, Moïse Essam, qui a balancé ça à des potes à lui qui étaient beatmakers de Booba. Les beatmakers ont montré ça à Booba et Booba, il a fait oh ouais, c'est lourd, faut qu'on fasse un dessin animé. Donc voilà, et il m'a contacté et on a fait ça en 1 mois et demi. Donc c'est là j'ai bossé avec plein de gens, avec Diano, j'ai bossé avec le Japon, j'ai bossé avec Antoine Bertrand, qui est le décorateur sur les vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai bossé aussi avec Max Maleo, qui est mon dans Double Dragon, vous voyez les deux personnages, bah, c'est un peu pareil. On est les deux frères armés qui partent toujours en bagarre sur des projets ensemble. Voilà, et on a réalisé ça en 1 mois et demi. Ça a été un enfer, 360 heures de taf, je crois. Mais ça a été une expérience de dingue. Et encore une fois, le coup de massue qui revient, c'est-à-dire que, vous voyez, Booba, 22 millions de vues, mais malheureusement, c'est Booba. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir écrit Malek en gros, il y a des gens dans les commentaires qui disent mais on dirait le style de Malek, c'est Malek qui l'a fait, alors que Malek est écrit en gros. Et là, je comprends quelque chose, c'est que je me dis, en fait, c'est terminé. Il y aura beau courir après ça, il y aura beau faire tout ce qu'on peut, tant que le contenant n'existe pas, ton nom n'existera pas. Et je me suis fait une raison. Je me suis dit que, écoute, j'ai toujours travaillé sur le contenu, tant pis. J'ai travaillé sur le contenu. Le contenant, on va dire, j'ai fait une erreur stratégique. Ça n'a jamais marché. Maintenant, c'est trop tard. Et puis, j'ai plus envie. Toutes ces désillusions accumulées, hein, ça peut paraître puéril ou se dire, oh là là, quel petit artiste fragile. Mais malheureusement, c'est une réalité, elle est comme ça avec moi. Et ben, je me suis dit, d'accord, voilà, c'est fini. Ok, Malek, je m'en fiche. Maintenant, ce qui est important, c'est le contenu, c'est ce que je crée dedans. Et le contenant, je ne le mets plus en avant. Donc, à l'époque, je supprime tous les trucs qui concernent Malek et sa femme. Je supprime tous les trucs où je peux apparaître et je me consacre sur le contenu. Donc, et essentiellement, travailler avec des gens avec qui je m'amuse. Parce que le problème dans le dessin animé que je fais à côté, c'est que je travaille avec des gens qui sont bien, hein, mais les projets ne sont pas stimulants. On travaille toujours avec des gens qui sont au bout du rouleau parce qu'ils ont des deadlines, ils ont des trucs de dingue et c'est un peu l'horreur pour tout le monde. Donc, en plus, on ne se voit pas parce qu'il y a le réalisateur qui est à Paris, le storyboarder qui est chez lui dans sa cave, le décorateur qui est dans le Jura et qui fait ses décors en haut de sa montagne. Enfin, vous voyez, c'est un peu disparate. Et là, je me dis, non, en fait, ce que j'ai envie, c'est de créer et de bosser avec des gens avec qui j'adore bosser. En l'occurrence, comme je vous disais, Max Maleo, Martial Coulon, qui est mon compositing artiste, Antoine Bertrand, le studio Waouh. Enfin, il y a plein de choses. Donc, voilà, je crée ça. Donc, par la suite, je crée donc, grâce à Iskeni qui me présente donc à l'époque Martial Coulon. Martial Coulon qui est compositing artist, c'est grâce à lui que l'image est belle, que l'image brille, que tout est beau. C'est lui qui fait, c'est là, on bosse pour la première fois ensemble sur Rick et Morty. Là, pareil, Rick et Morty, ça explose. Vous voyez, on est à 12 millions de vues, tout le monde en parle, c'est relayé partout. C'est super, c'est trop bien. Derrière ça, je rencontre donc le Rire Jaune, Kevin Tran, par l'intermédiaire de Masqué. On commence à travailler ensemble.
Avec le Kevin, je lui réalise, on lui réalise avec mon équipe à l'époque, si Kieni était un animé, parce que Kevin a une BD Kieni et il voulait faire un petit trailer si Kieni est un animé, donc on lui fait. On fait pas mal de choses, par exemple, voilà, j'ai fait ça avec Kevin. J'ai fait aussi, il a sorti récemment une vidéo qui s'appelle Dear Kobe, où il fait un hommage à la mort du basketteur Kobe Bryant, et j'ai réalisé le storyboard. Voilà, Kevin, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il a lancé sa chaîne qui est full dessin animé, enfin full. Il continue de se mettre en avant. Vous voyez, quand je vous parle de l'importance du content, c'est-à-dire qu'il se montre encore entre des passages en dessin animé. Je l'ai aidé au storyboard, je l'ai aidé un petit peu à mettre en place la direction, au niveau du storyboard. C'est Kevin, c'est quelqu'un qui est extrêmement investi, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui travaille pour le contenu. C'est marrant, parce que Kevin, c'est quelqu'un qui travaille pour le contenu, mais il a l'intelligence de mettre le contenant en avant. Donc, c'est quelqu'un qui a coché toutes les cases, qui a tout bien réussi. Kevin, c'est quelqu'un de formidable. Et donc, je l'ai aidé là-dessus. En parallèle, j'ai aidé Cyprien sur l'épopée temporelle à mettre en place, pareil, avec mon équipe, toute une direction pour le storyboard, parce que le storyboard, voilà, moi, c'est mon corps de métier, c'est ce que je fais principalement, c'est là-dedans où je suis le plus compétent, et c'est le squelette d'un dessin animé. Donc, j'aide Cyprien à faire une direction pour le storyboard pour sa série l'épopée temporelle. Et derrière ça, j'ai Ankama avec Anthony Roux qui, on se rapproche et qui me dit, écoute, moi on adore ce que tu fais et on voudrait produire plusieurs épisodes de Et si machin était un animé. Et du coup, on discute, on se dit, ok, let's go. Et on a lancé donc la série, on est revenu en septembre avec Et si machin était un animé, avec plusieurs épisodes. On est revenu avec Fortnite, Mandalorian, Cyberpunk et dernièrement Les Simpsons. Alors là, à partir de si Fortnite était un animé, YouTube est devenu ma rémunération principale. C'est-à-dire que j'ai arrêté de faire du storyboard pour la télé à côté, j'ai arrêté de faire de l'animation, mais pas parce que YouTube, vous voyez, là, il y a 3 millions 2, 1 million 4, 750, bientôt 800, pas parce que les vues me rapportent de l'argent. Non. J'ai arrêté parce que Ankama me paye pour réaliser mes épisodes. Jamais de la vie, YouTube me permet de gagner ma vie. Pourquoi ? Parce que je ne sors pas assez de vidéos, parce que je ne fais pas assez de vues et parce que j'ai aucun placement de produit. Pourquoi ? Parce que le contenant n'existe pas. Vous voyez, j'insiste là-dessus. Malek, c'est une chaîne de télé. Il n'y a pas 559 000 fans. Enfin, il n'y a pas 559 000 la communauté n'est pas formée de 559 000 abonnés. Il y a une communauté au sein de ces 559 000 abonnés qui sont majoritairement un public, qui regarde une chaîne. Malek, c'est une chaîne, c'est du contenu. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça. Donc, si je vous explique ça, c'est que la notoriété, la recherche, l'amour de machin, les gens que je ne connais pas, je veux qu'ils m'aiment, tout ça, ça, c'est quelque chose qui est derrière moi. C'est quelque chose qui est derrière moi, c'est terminé. Maintenant, je crée du contenu. Le contenant, tant pis. Vraiment, et ce n'est pas une fausse raison ou quelque chose, non, vous savez, comme les gens qui sont modestes, quelqu'un qui dessine très bien, puis lui dit, tu dessines très bien, puis lui, il fait, non, arrête, je ne dessine pas bien. En fait, il sait qu'il dessine bien. Vous voyez ? Non, c'est vraiment, j'insiste, ça ne m'intéresse plus. Je crée mes choses, je travaille avec des gens que j'apprécie, les gens qui regardent le truc sont contents, et je suis content. Voilà, donc j'en suis rendu là, j'en suis rendu là au niveau de mon approche d'artiste, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai digéré. Et donc là, on a créé toute cette série, il y a encore 3-4 épisodes à paraître, je ne sais plus combien, qui vont paraître tout au long de l'année. On va un petit peu étaler ça. Vous voyez, par exemple, on a remarqué, on a sorti Fortnite il y a 7 mois, ensuite Mandalorian il y a 5 mois, Cyberpunk il y a 4 mois, et on s'est dit, pop, on donne beaucoup d'épisodes là, ça fait 2 ans qu'il n'y a rien eu, et là on arrive avec 3 épisodes en 3 mois, on va ralentir, et du coup on a décidé de les diffuser tous les 3 mois, histoire de créer un peu l'attente, parce que le public, il est très capricieux, et le public, il s'habitue très vite aussi. Malheureusement, on est dans une société avec les réseaux sociaux où tout va très vite, où on consomme très vite, donc que ce soit de la qualité ou pas,
c'est consommer. Donc, il vaut mieux créer une espèce d'attente. Donc, vous voyez, là, le prochain, il va sûrement apparaître dans 2-3 mois. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'aventure, enfin, le truc YouTube. YouTube, c'est vraiment une vitrine. Là, moi, les épisodes sont terminés. Avec Ankama, on les diffuse donc au rythme de un épisode tous les 4 mois. Et là, actuellement, je suis revenu dans l'industrie du dessin animé classique. Et en l'occurrence, je bosse en étroite collaboration avec Ankama et Tot principalement. Là, je suis co-réalisateur avec Tot sur Wakfu, sur la nouvelle saison qui a été kickstartée par la communauté. Et donc là, je travaille sur un épisode spécial. Derrière, je devrais enchaîner sur la saison 4 en tant que co-réal. Et donc, quelque part, il y a une attente enfin, il y a pas une angoisse, mais il y a vu que c'est les gens de la communauté qui ont donné leur denier pour que la saison se fasse, il y a de grandes attentes. Et du coup, derrière, il y a, vous savez ce qu'on dit, hein, grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà, les super-héros. Je finirai cette blague un autre jour. Et donc, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Beaucoup de pression, mais c'est génial. Moi, voilà, je suis passé à l'étape du dessus. Je regrette, j'ai pas envie de dire que YouTube, pour moi, c'est fini, parce qu'il reste des épisodes à diffuser. Mais voilà, le problème en l'état, c'est que être youtubeur, faire du contenu de qualité sporadique, c'est-à-dire sporadique comme je fais là, ce n'est pas viable. Ce n'est pas une source de revenus viable. Par exemple, si on prend un youtubeur comme Colabim qui raconte sa vie en dessin animé avec des illustrations avec quelques petits éléments qui bougent, et il sort des vidéos assez régulièrement, il a beaucoup de gens qui le suivent, il a beaucoup de vues, lui, il en vit. Enfin, j'imagine qu'il en vit. Pourquoi ? Parce que ce qu'il fait, techniquement, c'est des choses que tu peux faire rapidement et que tu peux poster. Voilà, ce n'est pas une vidéo que tu vas poster tous les 6 mois. Et il parle de lui. Il parle de lui, il parle du contenant. Et les gens s'intéressent au contenant. Donc, il a une influence, donc il a un poids. Le contenu est au service du contenant. Et c'est pour ça que ça marche. Mais moi, c'est quelque chose, on peut dire que j'ai loupé le coche ou que j'ai décidé de ne pas le faire. Mais voilà, pour moi, le contenant, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Vous voyez, par exemple, là, pareil, j'ai travaillé sur une BD qui sortira cet été. C'est les Lapins Crétins vus par Malek. Ça sort chez Glénat avec Ubisoft. Et encore une fois, voilà, c'est vu par Malek. Sauf que, voilà, c'est vu par Malek, c'est vu par l'artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Malek dedans. C'est des Lapins Crétins. Je les ai réinterprétés un peu comme ce que j'ai fait dans les ici. Mais voilà, il n'y a pas de contenant mis en avant. Et ça, je l'ai dit à Ubisoft. J'ai dit, attention, j'ai dit, ne croyez pas que parce que j'ai 559 000 abonnés, 20 000 sur Twitter, 13 000 sur Insta, qu'on va vendre 100 000 BD. Je n'ai pas de communauté. Alors si, parce que j'entends, s'il y a des gens de la communauté, ils vont m'estropier. Il y a une communauté, mais elle est très faible parce que avant tout, j'ai un public plus qu'une communauté. C'est un public que j'ai principalement et que j'ai, c'est moi, hein, l'acteur principal, c'est moi qui l'ai développé parce que je me suis attardé sur le contenu, pas le contenant, comme une chaîne de télé. Mais voilà, à partir du moment où on l'accepte et où on se dit, ok, c'est comme ça, ça va beaucoup mieux. Mais je reviens juste vite fait sur cette recherche de la notoriété de recherche de la notoriété, pardon. Ce que je dis souvent aux gens qui me demandent alors ça fait quoi d'être connu, est-ce que c'est bien, machin. Alors je leur dis déjà de 1, je ne suis pas connu, mon contenu est connu, et de 2, c'est un trou noir. Ce besoin de reconnaissance et cette course aux vues, cette course à la reconnaissance, c'est un trou noir. C'est-à-dire que au départ, je voulais 50 000 vues, je les ai fait. Je voulais 100 000 vues, je les ai fait. Je voulais 1 million, je les ai fait. Je voulais 10 millions, je les ai fait. Et ce n'est jamais assez. C'est dans la nature humaine. Ce n'est jamais assez. Et on se croit tous exceptionnels, mais on est tous pareils. Si ce n'est pas assez pour l'un, ce ne sera pas assez pour l'autre. Ce qu'il faut faire avant tout, c'est déjà se satisfaire soi-même avant de vouloir satisfaire les autres. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Est-ce que tu kiffes ce que tu fais ? Non ? Change. Faut arrêter alors. Parce que même si ça marche auprès des gens et que toi, tu n'es pas content, tu ne seras pas heureux. Déjà, fais-toi plaisir, travaille avec des gens qui te font plaisir.
où vous vous faites plaisir. Et la reconnaissance et le succès, ça ne doit jamais être un but, ça doit être qu'une conséquence, en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai compris. Voilà, j'ai eu plein de désillusions, j'ai eu plein de chocs. Je vous passe les détails, mais j'ai fait de la boxe, j'ai failli devenir aveugle parce que j'ai pris trop de coups dans la tronche, je ne devais pas être assez bon en boxe. Le fait de se dire, voilà, j'ai failli, à 2 jours près, je suis devenu aveugle, ça remet aussi les choses en perspective. De se dire, OK, mais en fait, ce qui est important dans ma vie, faut que je me consacre à moi, quoi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux, voilà. Mais là, cette course à la reconnaissance, tout ça, c'est du bullshit. Faut déjà se faire plaisir et se faire plaisir, et normalement, la reconnaissance peut venir derrière naturellement, quoi. Mais ça doit jamais être un but. Jamais, 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 jamais. Voilà. Ça fait quasiment 1 heure que je parle, c'est terrible. Ok, super, Malek, merci. Je reprends mon souffle. C'était top. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des réflexions, des remarques. N'hésitez pas à prendre la parole directement à l'oral. Et sinon, je relais vos questions dans le chat. Ah tiens, ouvrir avec, en attendant. Ça, c'est un truc qui est intéressant aussi. Là, c'est voilà, la différence entre le storyboard et le final. Par exemple, là, qui avait été fait sur Booba. Il y avait ça. Ça, c'était quelque chose qu'avait fait mon pote Moïse. Voilà, on a utilisé de la 3D. Voilà, voiture 3D, rendu final. Voilà, on a fait des choses comme ça. Hop, ça par exemple aussi, storyboard. Et mon pote Antoine qui a fait le décor. Vous voyez, on a quand même. On ne se rend pas compte, mais l'animation, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et ça, par exemple, ça, je voulais vous montrer aussi. Ça, voilà, c'est ce que j'ai fait au Japon sur Lou et l'île aux sirènes. Voilà, là, hop. Toc. Et voilà. Ça a été un peu infernal. C'était génial, hein, j'ai beaucoup appris, mais vous voyez, c'était un peu... voilà. Ça, par exemple, c'est ce que je faisais. Attendez, est-ce que j'ai un truc qui bouge un petit peu mieux? Ah si, je crois que j'ai... Ouais, ça. Voilà, c'est des choses que j'ai fait, voilà, c'est des choses comme ça. Voilà, voilà. Hop. Parce que je me suis dit, il faut que je les monte si je me suis embêté à les classer là. Hop. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, éventuellement? Ouais. Une question de la part d'Anne. Bonjour. Voilà. Oh. La réverb. Bonjour Malek, j'ai juste une petite question. Oui. On parle souvent aussi de la reconnaissance YouTubique, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, sur le côté un peu YouTubesque, ouais. Ouais. Sur le fait aussi, justement, qu'il n'y a pas... C'est très délicat de garder une temporalité, etc. Ouais. Alors qu'en fait, quand on écoute votre parcours et votre travail, on vous envisagerait déjà produire un montage, quoi. Ah, après, c'est toujours compliqué entre, comment dire, l'industrie de l'animation, c'est un milieu, c'est un parcours du combattant pour produire quelque chose. Après, voilà, là, je sais qu'avec Ankama et Tot sur Wakfu, là, je sais que voilà, j'ai franchi une étape, c'est-à-dire que là, je fais plus... Parce que mes productions YouTube, pour quelqu'un qui, vu de l'extérieur, il se dit, ouais, c'est un YouTuber. Sauf que, voilà, c'est quand même du dessin animé. Donc, on peut dire qu'avec ce que j'ai fait, on a déjà réalisé nos propres courts-métrages. Et là, je passe à l'étape supérieure en co-réalisant une série connue et reconnue. Et oui, effectivement, ouais, je me dis que la suite, oui, faire un long métrage, c'est d'autres expériences, quoi. Je sais que j'ai jamais voulu faire de long métrage au storyboard en France parce que ça m'obligeait à être sur place. Et moi, j'aime bien être chez moi, dans mon bureau, tranquille, sans avoir d'autres gens avec qui je travaille. Mais ça, c'était avant. Maintenant, voilà, je suis coréal, je suis obligé, je passe la moitié du mois sur Roubaix à Paris. C'est comment dire, l'animation, c'est super long. Ouais. Il y a des gens pour faire un long métrage, des trucs comme ça.
entre le moment où il pose le crayon, page 1, script long métrage, et le moment où il réalise le truc, il peut se passer 10 ans, quoi. Ça coûte extrêmement. C'est le temps qui vous stresse? Non, 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 il n'y a rien qui me. Non, il n'y a rien qui me stresse particulièrement. C'est juste que, bon, bah là, je suis en train de faire un truc. J'en ai pour 2 ans. Je réalise une série. Après, on verra. Moi, j'aime bien, en fait, au-delà de dessiner et de faire de l'anime et tout ça, moi, ce que j'aime, c'est le challenge. Donc, là, réaliser une série, c'est un challenge, c'est intéressant. Réussir sur YouTube, c'est un challenge. Faire de la BD, c'est un challenge. Je fonctionne beaucoup au challenge. Donc, si un jour l'opportunité se présente, et par exemple, je sais pas moi, avec Ankama, si on se dit, bah vas-y, on fait un long métrage, bah let's go. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Oui, ça m'intéresse, mais parce que voilà, c'est un challenge avant tout, quoi. Et Ankama, votre partenariat avec Ankama, ça vous a permis de réactiver aussi les connaissances que vous aviez là-bas? Vous avez votre réseau, tout ça? Ouais, bah oui, parce que moi, j'ai toujours eu un, comment dire, on m'a toujours appelé, enfin, j'ai jamais perdu le réseau, même quand je faisais des vidéos YouTube, des trucs au Japon. On m'appelait régulièrement pour travailler, pour faire du storyboard et tout, parce que dans le milieu de l'animation, les storyboarders, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup, mais des bons, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, on appelle toujours les mêmes. Et voilà, après, je sais reconnaître mes capacités, et je sais qu'en storyboard, je suis compétent. Donc ouais, j'ai jamais perdu le pied, parce que bah, je répondais toujours, je disais toujours non, je suis pas disponible, machin. Donc les gens savaient que j'étais pas dispo, mais ils savaient que j'étais vivant, quoi. Donc j'ai pas eu besoin de réactiver quoi que ce soit. J'ai toujours gardé voilà, le pied droit dedans en équilibriste, comme me disait ma mère. Faut toujours garder un pied droit dedans, au cas où. Elle avait pas tort. Et à propos de droit, juste une question par rapport à Ouais. l'école pilote. Dans votre promo, est-ce que vous vous êtes renseigné sur vos anciens collègues, combien ont réussi à percer, tout ça? Dans ma promo à l'école À Pilot, Nantes? Ouais, ouais, on est 3 sur 30. 3, hein, voilà. Ouais, il y a moi, Quand même, hein. il y a Baptiste Rogron qui est chef animateur à Disney à Los Angeles, et Adrien L'Alexandre qui est chef animateur chez Spirit à Angoulême. D'accord. Voilà, et le reste, le reste, ouais, non, même pas. Le reste, en général, c'est ça. Sur une classe de 30, il y en a 2-3 qui percent, quoi. Et puis le reste, bah, malheureusement, beaucoup d'appelés, peu d'élus, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et j'ai une autre question, ça sera la dernière pour laisser la parole aux autres. Pourquoi avoir choisi YouTube? C'est parce que C'était la visibilité, en fait. Comme c'était je la disais. visibilité. Mais en fait, Ouais, c'est aussi ouais. un phénomène de mode. Ouais, Bah, malheureusement, tout le monde en parlait. C'était là qu'il y avait les vues, c'était là qu'il y avait les machins. Et ouais. comme j'étais à l'époque vraiment en, j'étais en soif de reconnaissance, hein, c'était maladif, c'était terrible. Je me suis dit, YouTube, millions de vues, ah, les gens, ils vont m'aimer, YouTube, voilà, parce que le blog, il n'y avait pas assez de trafic, quoi. C'est vraiment la visibilité qui m'a attiré sur YouTube. Et malheureusement, on regarde, il y a Dailymotion, il y a Vimeo, tout ça, mais c'est sur YouTube que les gens sont, ça fait partie du, c'est une chaîne de télé maintenant, YouTube. C'est terrible. Mais voilà, c'était la visibilité qui m'a attiré sur YouTube. Mais pas la protection de vos œuvres, en fait. Oh, ça me passait au-dessus. Moi, ce que je voulais, c'était non, je veux être connu, je m'en fous. Maladif à fond. Mais maintenant, ça va mieux. Ok, super. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Merci. Bonjour, j'avais aussi une question. Ouais. Vous avez beaucoup parlé justement de cette envie de vouloir être reconnu Ouais. pour votre talent, mais vous avez dit que vous avez arrêté d'essayer de l'être. Ouais. Mais vous ne pensez pas que justement le fait qu'aujourd'hui vous travaillez avec des gens brillants que vous appréciez en plus et qui eux ont une énorme visibilité soit déjà une chance en plus de comme vous le dites, d'avoir votre nom dans leur collaboration. Alors, ce n'est pas le vôtre en premier, c'est ce qui vous frustrait le plus de ce que vous nous aviez dit. Mais vous ne pensez pas que finalement, vous aussi, vous êtes aussi un influenceur? Et en plus, vous nous avez précisé que vous êtes 3 sur 30 à avoir réussi, ce qui est quand même quelque chose. Ouais, bah, je suis complètement d'accord, mais encore une fois, ça rejoint, je vais radoter, c'est que ça suffit jamais, en fait. C'est qu'on en veut toujours plus. Alors, c'est sûr, hein, bosser avec Ankama, bosser avec Cyprien, bosser avec le Rire Jaune, bosser avec tous ces gens-là, c'est évidemment, c'est montrer qu'on est apprécié pour notre travail, mais c'est jamais assez. Moi, ce que je voulais,
mais c'est plus le cas, hein, je le répète vraiment, et c'est pas, je me cache pas derrière des mensonges, c'est la vérité. Vraiment, ce que je voulais, c'était que les gens, je voulais publiquement être reconnu, mais ce que j'avais pas compris, c'était que pour être publiquement reconnu, il faut exister publiquement. Et moi, j'ai jamais mis mon personnage en avant. Je me suis toujours concentré sur le contenu. Et comme j'ai fait le deuil de cette popularité publique à laquelle je courais, à laquelle j'ai couru après pendant des années, maintenant, tout va bien. Maintenant, je suis très content en fait, parce que voilà, c'est comme ce que vous avez dit, je travaille avec des gens que j'apprécie, qui m'apprécient, qui aiment mon travail. Je travaille avec des gens qui aiment ça. Et puis moi, quand je me lève le matin et que là, je vois par exemple, j'ai passé toute la semaine à Roubaix à travailler avec Tot sur Wakfu, mais c'était génial. Je me levais à 7h le matin, je me couchais à 1h du matin et je faisais ça tous les jours et c'était formidable. Et de toute façon, même si on regarde mon activité sur les réseaux sociaux, si on la compare à même il y a 2 ans, maintenant c'est le néant, quoi. Je ne vais plus sur les réseaux parce que je suis dans mon... Voilà, j'ai accepté, au-delà de dire comblé, au-delà de dire heureux, je veux dire, j'ai accepté les choses telles qu'elles étaient. OK, le contenant n'existe pas, j'ai jamais mis. OK, pas de problème, c'est comme ça. Je me concentre sur ce qui est important. Je fais ci, je suis content, je fais ça, je suis pas content. J'ai arrêté de me prendre la tête et de courir après des chimères, en fait. Et effectivement, ouais, je suis d'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Bosser avec ces gens-là, faire ça, enfin, ouais, je suis super... Oui, je suis content. Mais voilà, mais ça montre encore une fois, et ça le met en exergue ce que je disais, là, ce que vous avez dit, c'est que c'est terrible. Hein. On en veut toujours plus. On donne 1 million à quelqu'un, il voudra 10 millions. Et on lui donne 10 millions, il voudra 100 millions. C'est terrible, c'est terrible. C'est dans la nature humaine. Et moi, le premier. Donc, finalement, si je peux poser des mots là-dessus, et ça m'intéresse parce que c'est potentiellement mon sujet de thèse. Donc voilà. Ouais. Je spoil peut-être certains, mais ce n'est pas encore sûr, donc ne vous lancez pas. Finalement, c'est cette question où vous auriez voulu être un influenceur comme on en parle aujourd'hui avec des youtubeurs, tels que vous avez comparé vos débuts avec ceux d'autres, comme par exemple Cyprien, qui a commencé aussi au tout début des internets. Et finalement, le fait de ne pas avoir réussi, vous avez abandonné cette idée. Alors que de tout ce que vous dites, moi j'ai l'impression que vous avez quand même réussi parce que, comme vous l'avez dit, quand on a besoin de faire de l'animation ou autre, on fait appel aux meilleurs et finalement, on fait souvent appel à vous. Donc, oui. Alors, ouais, il y a quand même de ça et je trouve que ça me fait un peu de la peine de vous entendre dire encore et encore, j'ai arrêté d'y croire et tout, alors que finalement, peut-être que vous n'êtes pas encore un grand personnage public comme par exemple Pef peut l'être, qui est un illustrateur dessin animé, de dessin que j'adore. Et pourtant, on reconnaît votre style. Oui, alors... Après, il ne faut pas avoir de la peine, hein, je suis content, je me sens bien. Ah non, mais c'est pas être triste. Je ne vais pas pleurer pour vous ce soir. Hein, mais... non, mais en fait, c'est pas que j'ai abandonné ou que je me suis fait une raison, c'est qu'en fait, ça ne... Je l'ai peut-être pas précisé, mais en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne... j'ai fait... Voilà, j'ai eu, vous savez, dans un deuil, hein, dans toute rupture, quelle qu'elle soit, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec... des gens qu'on aime ou même le travail. On passe par tous les états. Là, je ne sais plus quoi, il y a on nie, après on est en colère, après on est triste, après on négocie, puis à un moment donné, il y a l'acceptation. Et je pense que par rapport à ces chimères, comme je les appelle, en toute tranquillité, il faut pas être triste. J'ai fait le deuil de tout ça. Je l'ai fait il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, je l'ai fait il y a 1 an ou 2 peut-être. Et maintenant, je suis rendu à un point où, en fait, ça ne m'intéresse pas. Mon image publique, ça ne m'intéresse pas de la mettre en avant. Je me consacre au contenu et travailler avec des gens. Si les gens sont contents de travailler avec moi, je suis content. Mais la reconnaissance publique, en fait, voilà, c'est que ça ne m'intéresse plus parce que première étape, j'ai fait le deuil de ça. Et maintenant, ça ne m'intéresse plus. Je suis passé à autre chose. C'est plus cette optique-là, en fait. Okay. C'est plus cette optique-là. Voilà. Peut-être que je n'ai pas insisté dessus, mais ça ne m'intéresse plus. Si, justement, mais merci. C'est exactement la précision que je voulais. Super. Vous avez une autre question aussi qui a été proposée sur Twitch. Hugo, peut-être tu veux la dire ou je la dis Vas-y. Alors, donc, ça vient de Shipax qui dit question un peu différente. Mais que pensez-vous du changement de style graphique dans le prochain film du studio Ghibli? J'étais pas au courant qu'il y avait un changement de style graphique. Il faut savoir que je regarde pas d'animé. J'en regarde très peu parce que j'en bouffe toute la journée.
j'ai pas le temps et j'ai pas envie en fait. Parce que j'en regarde pas. Donc en fait, j'étais pas au courant. Ghibli, changement de style. C'est tonton Miyazaki qui fait ça? Écoutez, j'ai pas d'informations plus que ça. C'est Mais Aya et si et la jamais- sorcière, non? C'est pas ça? Ah oui, c'est de la 3D. Exact. 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 Euh, exact. Oh, bah, je sais pas, j'attends. Je sais que j'avais vu l'anime, je trouvais ça un peu rigide. Mais pourquoi pas? Parce que le problème, c'est que Miyazaki, Ghibli, ils font la même chose depuis des années. Ils veulent peut-être se renouveler. Moi, je trouve ça cool de tenter des choses. Encore une fois, moi, dès que ça s'apparente au challenge, ça m'intéresse, quoi. Donc, non, moi, je trouve ça intéressant. Puis les Japonais sont pas si mauvais que ça en 3D, hein. Le dernier Lupin en 3D, il est incroyable. Il est super beau. Mais ouais, ça sent un peu la passation de style. On dirait que Miyazaki va peut-être enfin arrêter de faire des dessins animés. Je sais pas. Ou est-ce que. Ouais, je sais pas. J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat éventuellement, ou en tout cas n'hésitez pas à prendre la parole. Eh bien, si on n'a plus de questions, eh bien, écoute, Malek, merci. Bah, je vous en Oui, prie. merci, c'était vraiment super. Cool. On a adoré, je pense, en tout cas moi j'ai adoré, et je pense que c'est partagé par le reste des viewers, ta présentation qui était vraiment de qualité. Très bien. J'espère pas avoir dit. Je me concentrais pour pas. J'ai dit presque pas de gros mots et ça, c'est bien. Je crois que j'en ai dit un. Top. Super, bah écoute, merci.